Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne les titrages. Donc, on va voir que les titrages et la façon de mettre en pratique, donc au niveau du laboratoire, les calculs volumétriques qu'on a vus dans les dernières capsules. Donc, dans les titrages, évidemment, il y a des réactions, il peut y avoir des dilutions, il peut y avoir des changements d'unité. Donc, c'est ce qu'on va illustrer, mais on va essayer de se coller un peu plus à la partie expérimentale dans cette capsule-ci. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, donc, on est dans une section, toujours dans votre manuel, concernant les titrages. Toujours pas une section en particulier. Dans les prochaines capsules, là, on va commencer plus à se coller aux sections du livre, mais pour l'instant, c'est un peu plus général. Donc, lorsqu'on parle de titrage, de quoi on parle exactement? Donc, un titrage, c'est une méthode expérimentale qui consiste à verser un volume précis d'une solution dont la concentration est connue généralement. Donc, on appelle le titrant. Donc, c'est ce qu'il va y avoir dans votre burette. On a vu les instruments de mesure là, à un moment donné durant les capsules. Donc, ce qu'il y a dans votre burette, c'est ce qu'on appelle le titrant. Et le titrant va servir à doser ou à réagir avec une solution qui contient une solution qu'on appelle l'analyte. Donc, dans la burette, c'est le titrant. Ce qui est en bas de la burette, c'est ce qu'on appelle l'analyte. Donc, de manière plus schématique, vous avez ici le montage d'un titrage. Donc, vous avez votre burette ici. Vous avez votre petit robinet. Donc, la façon que la burette fonctionne, souvent, vous ajustez votre ménisque à 0 et vous laissez couler le titrant, donc ce qu'il y a dans la burette, jusqu'à ce qu'on obtienne le point d'équivalence, donc le moment où ça va changer de couleur ici. Donc, je vous rappelle qu'à toutes les fois que vous utilisez une burette, vous avez toujours deux lectures, donc une lecture au début, une lecture à la fin, de sorte que vous faites la soustraction des deux volumes, ce qui vous donne votre lecture. Donc, exemple, je pourrais partir à 5 puis arrêter à 35, mais je sais que j'ai un volume de 30 par soustraction. Donc, qui dit soustraction dit addition des incertitudes. Donc, ce que dans votre burette, c'est ce qu'on appelle le titrant, ce qui provient à côté. Donc, ce que je prends par exemple d'un ballon que j'envoie dans mon Erlenmeyer, c'est ce qu'on appelle l'analyte. Et ici, ce qui va se passer entre les deux, donc, où va se produire la réaction chimique, c'est ce qu'on appelle le milieu réactionnel. Donc, dans la burette, le titrant, ce qu'on envoie dans l'Erlen, c'est l'analyte. Et ce qui se passe entre les deux, c'est ce qu'on appelle le milieu réactionnel. Donc, votre réaction, ça se passe vraiment ici. Lorsqu'on parle du point d'équivalence, donc la définition, c'est le point où le volume ou l'espèce chimique attitrée et l'espèce titrante ont été mélangés dans des proportions stoichiométriques. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont exactement le même nombre de moles, mais ça veut dire que dans votre réaction, en quantité stoichiométrique, là, on va le voir tantôt ce que ça veut dire, vous avez la même quantité. On vous dit qu'à l'équivalence du titrage, les deux espèces sont complètement consommées. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus ni de un ni de l'autre. Donc, il ne reste plus de titrant ni d'analyte. Les deux ont complètement réagi. Donc, c'est ça le point d'équivalence. L'indicateur coloré, c'est quoi? Donc, c'est une solution qu'on ajoute à votre analyte et qui permet de déterminer le point d'équivalence. Donc, ce point d'équivalence-là va être déterminé par un changement de couleur. Il y en a une cinquantaine d'indicateurs différents, là. Donc, ça peut passer du jaune au bleu, du vert au jaune, du rouge au mauve, etc., là. Donc, je vous en montre un exemple ici qui passe du transparent au rose. Donc, normalement, vous ajoutez votre titrant ici. Aussitôt que ça devient rose pâle, donc ça persiste pendant au moins 15 secondes, vous arrêtez. On voit ici, c'est encore bon, c'est encore rose pâle. Ici, on a vraiment dépassé là, le point d'équivalence. Donc, idéalement, il faut avoir le rose le plus pâle possible et qui persiste 15 secondes. Donc, c'est ça, le rôle de l'indicateur coloré. Et lorsque ça devient rose pâle, vous notez votre volume et ça vous donne votre point d'équivalence. Petit truc, lorsqu'on va faire les titrages cette session-ci, si jamais vous rajoutez une goutte et vous n'êtes pas sûr si c'est rose ou pas, donc prenez votre volume en note et rajoutez une goutte. Si le rose est plus visible, à ce moment-là, ça veut dire que vous essayez correct. Si jamais c'est transparent, bien, vous continuez. Donc, n'hésitez pas à prendre vos volumes en note et rajouter une goutte par la suite. Pour résoudre les titrages, donc, on va utiliser les deux méthodes qu'on a vues dans les capsules précédentes. Donc, la méthode des moles
et la formule magique. Donc, les deux vont fonctionner. Je vais vous montrer un exemple dans chaque cas. Souvent, dans les titrages, par contre, on va privilégier la formule magique parce que c'est beaucoup plus rapide et on travaille avec des solutions hackers. Donc, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Mais je vais quand même vous montrer comment résoudre par la méthode des moles. Donc, premier exemple, on va justement utiliser la méthode des moles pour résoudre. Donc, vous avez le schéma d'un titrage. Donc, vous avez votre burette, votre analyte. Donc, on vous indique déjà que vous mettez 25 ml d'analyte dans votre Erlenmeyer, donc dans votre milieu réactionnel. Vous savez que c'est du H3PO4 que vous allez utiliser et c'est du NaOH, donc vous connaissez la concentration et vous connaissez le volume au point d'équivalence, donc le volume que c'est le prix pour changer de couleur. Et la question, on veut savoir, c'est quoi la concentration de votre acide phosphorique? Donc, on va résoudre ce problème-là par la méthode des moles. Donc, la première étape, avec la méthode des moles, il faut écrire et balancer la réaction. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, vous avez une réaction entre de l'acide phosphorique et du NaOH. Donc, c'est une réaction acido-basique. Donc, acide phosphorique, NaOH qui est une base. Donc, on s'appelle qu'un acide avec une base, ça donne de l'eau plus un sel. Lorsqu'on écrit eau, bien nécessairement, on prend l'hydrogène et les OH qui sont là. Donc, ce qui va nous rester, c'est le Na et le PO4. Donc, vous savez que votre sel, ça va être du Na avec du PO4. Par contre, il faut équilibrer les charges. Na qui est plus 1, phosphate qui est moins 3. Donc, ça nous prend 3 sodium pour que le total donne 0. Donc, 3 fois plus 1 plus une fois moins 3. Et une fois que ça c'est fait, on balance l'équation par tâtonnement, ce qui vous donne ça ici. Donc, un acide phosphorique réagit avec 3 NaOH pour donner 3 molécules d'eau plus du phosphate de sodium. Donc, vous voyez, je vais quand même un peu plus rapidement. Là. Vous devriez déjà être en mesure de balancer facilement vos équations. Une fois que ça c'est fait, donc on écrit les données en dessous des composés. Donc, le NaOH, j'ai sa concentration, j'ai son volume au point d'équivalence. Ma petite flèche. Le H3PO4, j'ai son volume et on cherche sa concentration. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on travaille avec la méthode des moles dans les titrages, les volumes qu'on utilise, c'est les volumes qu'on met dans le milieu réactionnel parce que c'est là que la réaction se fait. Donc, on prend le 25, donc ce qu'on a envoyé dans l'Erlen, et on prend le volume au point d'équivalence parce que c'est ça aussi qu'on a envoyé dans l'Erlen. Donc, c'est vraiment ces volumes-là qu'il faut utiliser. On transforme les données en moles. Donc, le 25 ml, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, ici, on a une concentration, on a un volume. Donc, on peut transformer ces données-là en moles. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, on sait que 0,2 mol, c'est pour 1000 ml. 12,2 me donne combien? Et ça vous donne votre nombre de moles de NaOH. Donc, ça, c'est le nombre de moles de NaOH que vous avez envoyé dans votre milieu réactionnel. Donc, 0,00244. Pour l'exercice, je vais le mettre sur mon dessin. Donc, ce que j'ai envoyé dans mon milieu réactionnel, c'est 0,00244 mol de NaOH. Par stoichiométrie, maintenant, on va se déplacer vers le H3PO4. Comme j'ai un rapport de 1 pour 3, si j'ai 0,00244 mol de NaOH, je vais faire fois 1 divisé par 3. Ce qui va vous donner votre nombre de moles de H3PO4 qui est de 0,000813. Donc, comme c'est là qu'a eu lieu la réaction, c'est le nombre de moles que j'ai aussi envoyé dans mon milieu réactionnel, mais en acide phosphorique. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, c'est ça qu'on appelle le point d'équivalence. Donc, c'est lorsque les deux ensemble vont réagir et se neutraliser complètement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le même nombre de moles, mais ça veut dire que ces deux nombres de moles-là ici réagissent complètement pour disparaître. Petite chose à remarquer, si je rajoute de l'eau dans mon milieu réactionnel, donc exemple, si je le mets ici, donc ça ne change pas mon nombre de moles de NaOH, ça ne change pas mon nombre de moles de H3PO4, donc j'ai toujours le droit d'ajouter de l'eau ici pour augmenter le volume. Donc plutôt que de travailler dans un petit volume là, où on ne voit pas grand-chose, donc pour voir le changement de couleur plus facilement, vous avez le droit de mettre de l'eau pour, entre autres, rincer les parois, augmenter le volume. Là. Ça ne change pas votre nombre de moles de vos réactifs.
Une fois que ça c'est fait, maintenant, on peut trouver la concentration de l'acide phosphorique. On a le nombre de moles, on a le volume, on peut faire un produit croisé. Donc, on sait que 0.000813 mol, c'est pour 25 millilitres. Donc, notre acide, il vient du 25 millilitres. On veut une concentration molaire volumique. Donc, on peut trouver notre X, ce qui nous donne 0,0325 mol par litre. Et c'était ce qu'on cherchait comme concentration. Donc, ça, c'est la méthode des mols. Donc, je vous rappelle, balancer l'équation, transformer vos données en mols, faire de la stoichio, trouver votre nombre de mols et ensuite résoudre pour trouver la concentration. Donc, ça, c'est la méthode des mols, méthode un peu plus longue. On va faire le même calcul, le même exercice en utilisant la formule magique. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc, même réaction entre mes composés, donc l'acide phosphorique et le NaOH. Même volume, même concentration, donc on devrait normalement arriver à la même réponse avec la nouvelle méthode. Donc, ce qu'on fait, on commence par balancer l'équation. Donc, je passe rapidement. Acide plus base donne de l'eau plus un sel. On trouve le sel. On s'organise pour que le sel soit neutre. Et on balance par tâtonnement. Donc, ça n'a pas changé, là. C'est la même chose qu'on a fait tantôt. Donc, balancer l'équation, c'est fondamental, même avec la méthode de formule magique. Une fois que ça c'est fait, on inscrit nos données en dessous des composés. Donc, j'ai ma concentration de NaOH, j'ai mon volume de NaOH, j'ai mon volume d'acide. On utilise la formule magique. Donc, mon composé 1, on va supposer que c'est l'acide. Mon composé 2, la base. On utilise la formule N2, C1V1 est égal à N1, C2V2. Mon N2, ça va être le 3. Le C1, 0,2. Le V1, c'est mon volume au point d'équivalence, 12,2. N1, c'est mon 3. C2, c'est ce que je cherche. Et V2, c'est mon 25 millilitres. On plug ces chiffres-là dans la formule. Ici. On isole la concentration qui nous donne 0,0325 mol par litre. Donc, ça nous donne exactement la même réponse que tantôt, mais par une méthode beaucoup plus rapide. Mais on comprend un peu moins ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, là, c'est un peu plus magique, là, comme on dit. Donc, ça, c'est la résolution lorsque vous avez des titrages analytes titrants. Il peut y avoir aussi dans vos titrages des dilutions mère-fille. Donc, petit rappel, vous avez une solution mère qui est concentrée. Vous en prenez un certain volume que vous envoyez dans un autre ballon que vous complétez avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Ça vous donne une solution fille qui est plus diluée. Donc, ça, c'est dilution mère-fille. Donc, lorsqu'on fait ça, la formule qu'on utilise, c'est C1V1 est égal à C2V2. Donc, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique parce qu'il n'y a pas de réaction comme telle. C'est vraiment juste une dilution. Donc, dilution, c'est C1V1 est égal à C2V2. Lorsqu'on fait des titrages, c'est N2 C1V1 est égal à N1 C2V2. Vous avez un exemple de choses que vous allez faire au laboratoire. Donc, vous diluez une solution, vous la rediluez. Ensuite, vous faites un titrage. Donc, pour passer du premier ballon au deuxième ballon, il n'y a pas de réaction. C'est vraiment une dilution mère-fille. Donc, on fait C1V1 est égal à C2V2. Pour passer du deuxième ballon au troisième ballon, c'est aussi une dilution mère-fille. Donc, C1V1 est égal à C2V2. Et finalement, pour passer du dernier ballon vers ce qu'il y a dans la burette, donc là, c'est là que la réaction va se produire entre les deux. Donc, c'est là qu'on va prendre N2C1V1 est égal à N1 C2V2. Donc, il faut vraiment distinguer là, les deux. Là. Dilution mère-fille, c'est juste des C1V1 est égal à C2V2. Lorsqu'on met la réaction en marche, c'est là qu'on prend le N2C1V1 est égal à N1 C2V2. Il peut y avoir des cas plus compliqués, je pense l'expérience 3, ça va être ça, dans lequel on dilue l'analyte, donc dilue, et on dilue aussi le titrant pour mettre dans la burette. Donc, même principe, c'est pas plus compliqué. Donc, aussitôt que c'est des dilutions mère-fille, on fait C1V1 est égal à C2V2. Entre le deuxième ballon et le troisième, c'est aussi C1V1 est égal à C2V2. En haut ici, c'est un autre C1V1 est égal à C2V2. Okay? Dans tous ces cas-là, il n'y a aucune réaction. Là. On mélange des choses, on les dilue avec de l'eau. Même chose ici.
Maintenant, ce qui va se passer entre le dernier ballon en bas et le dernier ballon en haut, c'est là que les deux vont se mélanger. Donc, ce qui va intervenir, c'est N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, ça, c'est pas mal le plus gros cas qu'on va faire cette session-ci au laboratoire en termes de titrage. Et c'est important de vraiment distinguer les deux formules, là, dilution et formule magique. Donc, on va faire un exemple. Je vais prendre seulement la méthode des formules magiques pour celui-là. Donc, vous avez un analyte qui a été dilué deux fois, donc solution mère à solution fille, ensuite une autre solution mère vers une solution fille, et ensuite on fait le titrage. Donc, voici les informations pour cet exercice-là. Donc, vous avez une solution d'hydroxyde de magnésium. On vous donne une molalité, donc en mol par kilogramme. On vous donne la masse volumique de la solution. On vous donne le volume au point d'équivalence, donc ce que ça a pris pour changer de couleur. On veut savoir c'est quoi la concentration d'acide perchlorique, donc la solution ici la plus concentrée, que vous avez diluée en prenant 10 ml que vous avez mis dans 100, que vous avez redilué en prenant 25 ml que vous avez mis dans 50 et avec lequel vous avez fait un titrage de 5 ml. Donc l'objectif, trouver la concentration de l'acide perchlorique. Première étape, donc c'est vrai dans tous les cas, il faut avoir l'équation équilibrée. Donc, je ne passerai pas toutes les étapes, là. C'est une réaction acido-basique entre un acide et une base. Oh, avant de faire ça, j'ai déjà changé les concentrations. OK, donc je n'ai pas été dans l'ordre que je pensais. Donc, si je reviens en arrière, là, donc on a une molalité avec une masse volumique. Pour ce genre de numéro-là, on sait que ce n'est pas pratique. Donc, pour prendre la formule magique, il faut avoir des molarités, donc des concentrations en mol par litre. Donc, on va faire un changement d'unité en posant 1 kg de solvant. On va utiliser les deux informations. Donc, le volume au point d'équivalence, on ne s'en sert pas. On va juste se servir de l'unité et de la masse volumique pour transformer les unités. Si vous faites l'exercice, ça devrait vous donner une concentration de 0,2. Donc, on a exactement le même problème. C'est plutôt d'avoir des moles par kilogramme, on les transforme en molarité. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Une fois que ça c'est fait, donc on trouve l'équation équilibrée entre l'hydroxyde de magnésium et l'acide perchlorique. Donc, je la montre ici. Donc, un acide plus une base donne de l'eau plus un sel. On s'organise pour que le sel soit neutre et ensuite on balance par tâtonnement. Donc, vous avez la réaction équilibrée ici. On écrit les informations en utilisant N2C1V1 est égal à N1C2V2. On se rappelle que cette formule-là, elle sert à quoi? Elle sert à faire la réaction entre mon acide, ma base qui est ici dans la burette et mon acide que j'ai envoyé. Donc, le 5 ml va réagir avec le 9,8 ml. On va supposer que mon composé 1, c'est le HClO4. Mon composé 2, c'est le MgOH2. Les volumes que je vais utiliser, c'est ce que j'envoie dans mon milieu réactionnel. Donc, le 5 et le 9,8. On plug ça dans notre formule. Donc, N2 vaut 1. C1 vaut C1 qui est mon composé. J'ai dû mettre la même couleur. Là. Composé 1, on ne sait pas c'est quoi. V1 qui est 5 ml. N1 qui est 2. C2 qui est mon 0,2. Et V2 qui est 9,8. OK, c'est un peu mélangeant. Je n'ai pas pris les bonnes couleurs. Mais vous comprenez l'idée. Donc, on plug ça dans la formule ici. On isole notre C1, ce qui nous donne 0,784 mol par litre. Donc, lorsque je fais cette formule-là, N2CaV1 est égal à N1C2V2, ça nous permet de passer du titrant vers l'analyte. Donc, la concentration que j'ai trouvée ici, c'est ce que je vais aller mettre sur mon ballon ici. Donc, c'est la concentration que j'ai utilisée pour aller faire ma réaction. Maintenant, pour passer du ballon de droite au ballon du milieu, c'est une simple dilution. Donc, on va utiliser à ce moment-là C1V1 est égal à C2V2. Les volumes qu'on va utiliser, c'est les volumes qui me permettent de passer du ballon de droite vers le ballon du milieu. Donc, j'ai le 50 qui est associé au 0,784 et j'ai le 25 qui est associé au ballon du centre.
C'est ce que je mets ici. Donc, la concentration du ballon du centre fois son volume que j'ai utilisé est égale à la concentration du ballon de droite fois son volume que j'ai utilisé, ce qui me donne 1,568 que je vais aller inscrire sur mon ballon. Maintenant, pour passer du ballon du centre au ballon de gauche, on utilise encore C1V1 est égal à C2V2. Donc, c'est une simple dilution avec les volumes qui sont reliés à ce ballon-là. Donc, ce que j'ai pris du ballon de gauche et le volume du ballon du centre. On plug ça dans notre formule. On isole la concentration, ce qui nous donne dans ce cas-ci 15,68 que je vais aller noter ici. On voit que ça a quand même du sens parce que normalement, ma concentration devrait aller en diminuant au fur et à mesure que je dilue ma solution. Et c'est ce qu'on observe, donc diluer 10 fois et diluer ici 2 fois. Et ça nous donne notre réponse dans ce cas-ci, donc d'acide perchlorique, qui est de 15,68 mol par litre. Donc, ça termine la capsule. Donc, je vous invite à pratiquer beaucoup ce genre de calcul-là. Ce n'est pas très compliqué. Il faut y aller vraiment de façon systématique. Mais ça englobe pas mal de choses qu'on a vues. Donc, changement d'unité, dilution, réaction, etc. Donc, n'hésitez pas à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule.